Bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'être présent. L'objectif aujourd'hui, ça va être du coup de répondre à vos questions. En tant qu'expert comptable, j'imagine qu'on aura quelques questions sur les impôts sur le revenu. J'espère aussi d'autres questions que vous pourriez avoir, vous, au fur et à mesure de votre vie d'entrepreneur. Donc voilà, l'idée, c'est que vous arriviez à mettre des questions sur le chat, que je vais essayer de prendre au fur et à mesure, essayer de vous répondre le plus précisément possible. Au besoin, j'ai aussi quelques collègues qui sont autour de moi qui pourront vous répondre directement dans le chat s'il y a un petit peu trop de questions. Donc je vais profiter en attendant que les premières questions, arrivent sur le chat pour, et bien présenter juste simplement Aconeo. Aconeo, c'est un cabinet d'expertise comptable, mais pas que. On est, expert comptable maintenant depuis 5 ans. On est également incubateur d'entreprises, notamment au niveau des startups. On a également une casquette gestionnaire de patrimoine et une casquette domiciliation d'entreprise et une casquette, TVA internationale. En résumé, on s'occupe, des sociétés qui ont besoin de déclarer en France, soit des salariés quand la société est à l'étranger, soit heu, déclarer de la TVA pour une société qui, par exemple, aux États-Unis, qui vend à des particuliers français qui a besoin de déclarer de la TVA en France. On a ces différentes casquettes à l'heure actuelle. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on est en fin de période fiscale. Je pense que tout le monde a pu, j'espère en tout cas, échanger avec son expert comptable et l'objectif, ça va être du coup de voir s'il n'y a pas d'autres petites questions quand vous êtes en création d'entreprise ou quand vous avez eu maintenant votre bilan, d'autres petites questions sur les comptes ou sur tout ce qui peut avoir attrait à l'expertise comptable que vous avez envie de poser et on est là pour y répondre. Alors, je vais patienter un petit peu avec les premières questions, sinon je vais peut-être déjà, pouvoir donner quelques idées de mon côté, avec des questions qu'on a eues récemment au cabinet. Alors tiens, j'avais un exemple qui était pas inintéressant ce matin. Concrètement, vous êtes en société, votre société souhaitait qu'elle vous loue une partie de votre habitation parce que le siège social y est, parce que vous avez votre bureau et cetera et vous avez envie d'avoir un revenu complémentaire aussi personnel. Vous pouvez choisir donc de faire une location et un revenu foncier, de votre habitation vers votre société. Prendre un exemple pour se donner des idées, on va dire 400 € par mois, ça ferait 4 800 € sur l'année. Eh bien, ce revenu-là, il va falloir le déclarer au niveau, personnel dans votre déclaration d'impôt sur le revenu. Vous avez 2 solutions, alors il y en a plus que ça, mais on va dire 2 solutions simples. Première solution, ça serait de le déclarer en microfoncier, d'accord? On a jusqu'à 15 000 € pour déclarer ses revenus en microfoncier. On aura un abattement un petit peu plus faible, de mémoire à 30-33 et le reste du coup, du montant sera, taxé à 17,2 de prélèvements sociaux plus votre tranche marginale d'imposition. Soit vous pouvez aussi choisir de le déclarer en location meublée non professionnelle et déclarer du coup, une location meublée non professionnelle. Attention, si vous faites ce choix, il faudra penser à créer la structure, un numéro de SIRET, auprès de l'INPI pour pouvoir, déclarer dans ce cadre-là. Je laisse Antoine me dire s'il y a, déjà des premières questions. Sinon je vais aller sur une deuxième exemple que j'ai pu avoir récemment. Je reste sur des questions comptables. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions business, mais je peux rester aussi sur des questions comptables aujourd'hui. Sur la lecture du bilan peut-être. Je peux faire, quelque chose de rapide sur la lecture de bilan. Sur la lecture du bilan, ce qui est important et ce que je remarque qui souvent fait du bien à nos clients quand on le descend, c'est comprendre la lecture de l'actif et de le passif. Dans la lecture de l'actif et du passif, souvent, vous avez une lecture qui est rapide et vous allez rapidement vous concentrer sur le compte de résultat. On a beaucoup de clients qui vont avoir ce réflexe-là. Compte de résultat, ça va nous dire concrètement qu'est-ce que je gagne aujourd'hui, sur l'année qui vient de s'écouler et c'est souvent là-dessus qu'on va se concentrer. Je pense qu'il y a une lecture du bilan qui peut être importante et intéressante dans le sens où ça va être aussi de votre structure de financement. Aujourd'hui, j'ai rarement le réflexe, je vois rarement le réflexe des clients qui disent: «Bon voilà, j'ai tant en investissement, en immobilisation, j'ai investi tant cette année», par exemple 50 000 € en immobilisation. Moi, la 1er réflexe que j'ai quand je vois ça, c'est comment tu l'as financé? Est-ce que tu l'as financé par de l'emprunt? Est-ce que tu l'as financé par, du résultat? Est-ce que tu l'as financé par, du compte courant d'associé? Et généralement, moi, ce qui me frustre beaucoup, c'est qu'on ne se pose pas cette question, suffisamment quand on liste les comptes. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire, vos stocks, comment vous avez financé chacun des postes à l'actif par du passif. Et logiquement, ce qu'on dit la plus régulièrement possible, chez les experts comptables, c'est qu'il faut financer le haut de bilan, heu, par du haut de bilan actif par du haut de bilan passif
et le bas de bilan, actif par du bas de bilan passif. Je résume en gros, les immobilisations se financent par des emprunts, ou du compte courant à la limite et le BFR se finance, généralement par le surplus de trésorerie que je réussis à générer, entre mes emprunts et mes capitaux propres par rapport à mes investissements. Alors je vais prendre la première question de Sébastien. Quelle cotisation pour des stagiaires payés plus que le minima? Alors oui, c'est une question qu'on a déjà eue. Alors je vais vous dire, j'ai pas forcément la réponse la plus précise possible ici, mais pour moi, c'est une cotisation qui va tourner autour de 5 à 10 du salaire tant qu'on reste, en deçà de 1 500 €. Je peux éventuellement demander à mes collègues, qui nous suivent de peut-être préciser ce taux, mais le taux de cotisation reste moins élevé que, si on avait un salarié avec lequel on aurait forcément des cotisations plus fortes. Pour reprendre sur cette idée de stagiaire, c'est vrai que pour moi, c'est un schéma qui reste assez intéressant. Déjà, les stagiaires sont un schéma qui reste intéressant si, bien sûr, on a des choses intéressantes à leur donner à faire et qui produisent, quelque chose qui est important pour la société, durant leur stage. Le minima, effectivement, bah, ça va être, aujourd'hui autour de 600 € à peu près par mois pour chacun des stagiaires. On peut choisir aussi des billets, bien sûr, à 1 000 €, à 1 500 €. J'ai même déjà vu des stagiaires payer plus que ça. La première condition qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que si le stagiaire a un salaire minimum supérieur, au minimum prévu par la loi, il faut lui faire un bulletin de paye parce qu'on va devoir le rentrer dans la DSN et déclarer les cotisations pour pouvoir les régler, bon, notamment l'URSSAF. Donc c'est une première chose qu'il faut prendre en considération et c'est forcément généralement un surcoût. Généralement, il y a un coût pour établir les bulletins de paye. Sauf si vous les faites vous-même, bien entendu. Et ensuite, bien sûr, il y a ce coût de cotisation, mais qui reste, généralement, assez limité. Pour les questions fiscales sur les liées aux déclarations d'hier, je vais peut-être donner un ou 2 exemples que j'ai déjà vus là, dans les derniers jours. Alors, bien sûr, vos comptes courants d'associés, vos sociétés en France, ne sont pas à déclarer, en tant que revenus dans vos déclarations d'hier. Généralement, quand vous avez eu des dividendes l'année dernière, l'année passée, il faut demander à votre expert comptable de vous transmettre la déclaration 2561 IFU, qui a été transmise normalement courant janvier-février par ses équipes. Et c'est à partir de cette déclaration 2561 que vous allez pouvoir, déclarer vos dividendes. Alors, quels sont les indicateurs clés de ma société pour contrôler au jour le jour ma société? Je suppose que ça veut dire pour contrôler la bonne gestion et on va dire la bonne vie de ma société. Forcément, alors c'est une question qui va avoir plein de réponses possibles, dans le sens où ça va dépendre du secteur d'activité. Je ne vais pas forcément donner les mêmes indicateurs pour un courtier d'assurance que pour une société dans le BTP. Donc, d'abord, les indicateurs clés, c'est avoir d'abord une bonne compréhension de son secteur d'activité et de ce qui fait que votre activité fonctionne ou fonctionne pas. Pour tout ce qui va être de l'achat-revente ou on va dire, avec production au milieu, donc transformation, je pense que, la marge est extrêmement importante à maîtriser et à comprendre, année après année et donc, le stock est également à maîtriser. Donc c'est pour moi, toutes les sociétés qui sont commerciales et industrielles, donc on va avoir ce sujet-là qui sera forcément prépondérant dans les indicateurs clés de votre société. La gestion du stock, quand il y a du stock, elle est forcément importante avec toujours cette idée en tête de le stock minimum, en tout cas bien financé en face, tout en gardant la meilleure gestion de vos clients derrière. C'est-à-dire que si à un moment je fais en sorte d'avoir un stock qui est le plus court possible, mais mes clients ils sont pas contents parce qu'ils sont pas livrés à temps, à un moment on perd en attractivité et ça, c'est pas bon. Dans les autres indicateurs clés qui me semblent importants, c'est le BE. Le BE, on en parle souvent plus quand on est financier et c'est vrai que quand on l'est moins, quand on est entrepreneur et qu'on est moins dans les chiffres chaque jour, on entend peut-être moins parler de l'EBE, mais je pense que le BE est un indicateur qui est souvent intéressant. Le BE, il dit quoi? Il dit qu'en globalement, on va prendre, le chiffre d'affaires réalisé moins les coûts directs que vous avez eus, donc votre marge brute, hein. On va lui retirer 2 choses qui semblent importantes, c'est un, tout ce que vous avez payé à vos fournisseurs, vos charges externes, tout ce que vous avez payé à vos fournisseurs qui se retrouvent dans des comptes 60, 61, 62 en compta, et on va lui retirer également toutes les charges salariales.
Une fois qu'on a retiré tout ça, généralement, on a l'activité économique réelle de votre société, ce qu'elle a généré sur l'année. Souvent, moi, ce que je dis à mes clients, c'est qu'il faut arriver à maîtriser les coûts fournisseurs, il faut arriver à maîtriser ses coûts salariales et du coup, on arrive à savoir économiquement ce que je suis capable de générer. Après, il reste toujours la problématique du commercial, bien sûr, qu'il faut vendre, hein, c'est normal. Mais quand on a une activité qui est plutôt récurrente, si on arrive à maîtriser ces 2 coûts derrière, on a souvent le BE qui est le juge de paix, qui va dire où est-ce qu'on en est et est-ce qu'on gagne suffisamment d'argent. À partir de ce 2 PE, derrière, on a plus des ajustements, on va dire, comptables, les dotations aux amortissements, ce genre de choses. Mais c'est généralement ce que a réellement, généré la société au cours de l'exercice. J'en profite pour essayer de donner d'autres indicateurs. Pour une société de prestation de services, on va dire très classique, généralement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en prestation de service, vous avez votre chiffre d'affaires d'un côté et de l'autre côté, il y a quand même peu de charges, on va dire fixes et surtout des salaires. Charges fixes, je parle plutôt sur les parties, sur la partie fournisseur, hein, sur la partie tout ce que vous allez payer sur facture. Par contre, vous avez surtout des salaires, donc ce qui est très important de réussir à suivre pour vous quand vous faites du service, c'est, heu, la capacité à savoir la rentabilité de chacun de vos salariés. D'accord? Je fais du service, donc qu'est-ce que je facture pour chacun de mes salariés et à quel point ces salariés sont rentables? Attention, c'est la même chose dans les charges d'achat-revente, il ne faut pas chercher juste à être rentable et à être à zéro pour chaque salarié, il faut bien sûr chercher à avoir, une réelle rentabilité pour chacun d'entre eux. Donc, une société, de service qui va avoir une rentabilité, par exemple, un salarié qui lui coûte 50, il va avoir une rentabilité où il gagne 60, c'est pas suffisant. Pas suffisant pour couvrir les charges fixes et également pour gagner de l'argent. La société doit également gagner de l'argent. Donc généralement, on dit que x2, c'est un indicateur qui semble minimum pour, tout ce qui concerne les prestations de services par rapport à un salarié et ce qu'il produit. C'est à mes yeux, le minimum. Si on est en dessous, faut s'inquiéter. Alors, en tant que dirigeant d'une SAS ou d'une SARL, est-ce que je peux cotiser au chômage et en bénéficier si ma société ferme? C'est effectivement une question qu'on a très régulièrement de notre côté. Merci Cubra de la partager. On l'a eu plusieurs fois les derniers jours. Alors, c'est un vrai souci, c'est-à-dire que quand on ne le comprend pas. En fait, en tant que patron, un patron aujourd'hui d'une SAS, d'une SARL, il ne cotise pas de base au chômage. En tant qu'assimilé salarié sur une SAS ou en tant que gérant, par exemple, sur une SARL, nous ne cotisons pas au chômage. Je me mets dans le lot, parce que je suis finalement aussi un chef d'entreprise. Et donc, si demain la société ferme, si l'activité se stoppe, concrètement, nous n'avons pas droit au chômage. Il y a plusieurs solutions à ça. La première, c'est qu'il y a des assurances spécifiques qui permettent de cotiser au chômage, d'accord? Donc on va payer tous les mois un système d'assurance qui me permettrait de toucher du chômage si la société ferme dans certaines conditions. Attention, ce sont des systèmes d'assurance, j'ai pas forcément d'avis là-dessus et il y a plusieurs assurances qui existent là-dessus, donc avec des petites lignes à bien lire et à bien prendre en considération forcément. Généralement, c'est des assurances qui restent quand même assez chères, hein et finalement, il y a aussi des critères qui diront dans quel cas, l'assurance va prendre en charge, ce chômage, si la société ferme. Donc il faut bien vérifier qu'on est dans les critères avant de prendre, le choix, de cotiser là-dessus. D'autres solutions qui peuvent exister et qui moi me plaisent moins, mais je suis pas pour ça qu'il faut pas en parler, généralement, c'est des solutions que je ne conseille pas de mon côté, mais on peut faire une demande auprès de l'URSSAF en expliquant, sa situation, son poste et ce que vous faites sur la société en tant que dirigeant d'SAS ou de SARL, surtout en tant que dirigeant de SAS pour le coup et expliquer qu'en fait, je suis commercial, par exemple, de ma structure, j'ai un réel poste, avec un contrat de travail sur ma société et que du coup, dans ce cadre-là, je pourrais, bénéficier et cotiser au chômage. Dans ces cas-là, on demande enfin moi généralement au cabinet, on demande toujours la position, de l'URSSAF en expliquant les tenants et les aboutissants, et l'URSSAF derrière se positionne pour dire s'ils sont d'accord avec la vision ou pas et si, la personne peut cotiser au chômage. Ça peut être fait sans, mais le problème c'est qu'il y a de très grandes chances que ce soit retoqué et que du coup, quand vous demandiez le chômage à la fin, bah, vous y ayez pas droit. Donc finalement, vous aurez cotisé pendant plusieurs années dans le vide et ça, c'est, très déconseillé à mes yeux. Alors en tant que président, je suppose, de SAS, Sébastien, peut-on bénéficier de la mutuelle des salariés? Je confirme qu'effectivement, la SAS met en place, une mutuelle pour l'ensemble de ses salariés. Elle peut même mettre en place, on va dire, plusieurs contrats de mutuelle. On peut faire
le contrat de mutuelle des non-cadres, par exemple, et le contrat de mutuelle des cadres, donc on peut le faire par collège. Il faut que les collèges, bien sûr, aient un sens et du coup, le président est bien entendu bénéficiaire, de la mutuelle de ses salariés. Par exemple, s'il y a 3 cadres dans la société et que le président, bien sûr, est cadre, il va avoir la même mutuelle que les salariés et on ne peut pas, bien sûr, dire que le président aura le droit à une prise en charge à 100 alors que les autres salariés ont une prise en charge à 55. On doit proposer la même couverture et les mêmes conditions, au président qui a assimilé salariés, qu'à l'ensemble des salariés ou en tout cas à l'ensemble du collège dans lequel sera présent le président, par exemple le collège cadre. N'hésitez pas, hein, si les réponses à mes questions sont pas claires, n'hésitez pas à me demander de préciser au besoin. Alors, en tant que dirigeant d'une SARL, je ne me suis versé aucun salaire durant l'année. Dois-je payer des cotisations sociales? Effectivement, c'est à prendre en considération, alors même quand on crée sa structure. Quand on crée sa société, en fait, souvent, il y a ce choix qui est devant beaucoup d'entrepreneurs qui dit est-ce que je dois passer sur une SARL ou sur une SAS? Il y a effectivement ce premier point qui dit bah, je suis au chômage, donc j'aurai 0 € de rémunération et quelles seront les conséquences? En SARL, la conséquence, c'est que j'aurai quand même une cotisation minimale en tant que gérant majoritaire et donc je vais payer généralement le montant, c'est 1 300 €, la majorité des métiers, c'est 1 300 € par an à verser, même si je ne me verse aucun salaire durant l'année. Alors je poursuis un petit peu dans cette idée-là, avec cette idée de quand je crée ma structure et que je suis au chômage, si je la crée donc en SAS et que je verse aucun salaire, j'ai 0 € de cotisation globale, hein, pas de bulletin de paye, donc pas de cotisation à payer. Si je suis en SARL, j'ai les 1 300. Par contre, ben, le jour où mon chômage s'arrête, par exemple au bout d'1 an et demi, 2 ans, eh bien, je vais devoir, me salarier. Généralement, j'ai besoin d'un salaire, c'est normal, donc je vais devoir me verser, je vais te dire une bêtise, hein, pour réfléchir simplement, 2 000 € par mois soit en tant que dirigeant des SARL, soit en tant qu'assimilé salarié en SAS. Et donc là, je vais payer des cotisations. Les cotisations qui sont sur ce montant de 24 000 € annuels, du coup, 2 000 € par mois, seront plutôt de l'ordre de 80 en SAS et plutôt de l'ordre de 45 en tant que gérant de SARL. Bien entendu, il y a une différence qui est pas neutre, au niveau des prestations, qui vont en face de ça. Donc, si je suis en tant qu'assimilé salarié, d'une SAS, je vais avoir la même protection que mes salariés, donc la protection peut-être que j'avais déjà précédemment. Si je suis en tant que gérant, de SARL, j'aurai une protection qui sera moins, qui sera celle des indépendants, mais qui sera quand même, mine de rien, on va dire suffisante si je suis prêt à rentrer dans cette philosophie d'indépendant. Je vais pas plus loin là-dessus, sinon on commence à rentrer dans des sujets très techniques et c'est peut-être pas l'objectif aujourd'hui. En création, généralement, moi je dis, bon, les 45 de la SARL, c'est, avant toutes les mutuelles, prévoyance et cetera. Donc moi je conseille généralement de quand même ouvrir au minimum la mutuelle correctement. Que voilà, même si on se lance en tant que gérant majoritaire, il faut quand même prendre en considération au minimum une bonne mutuelle pour vous protéger et c'est important de se protéger quand même sur cet aspect. Alexis, je souhaite embaucher un apprenti, quelles sont les aides possibles pour ma société? Alors, ouais, vous avez sans doute connu, il y a quelques mois maintenant, les aides qui ont été mises en place, durant le covid pour l'embauche des apprentis, qui ont fait un bien fou, pour le recrutement de nos apprentis. Au départ, on était sur des aides qui étaient souvent aux alentours de 8 000 € suivant les cas, bien sûr. Cette année, ça a été quand même renouvelé. L'année qui vient à venir, là, en 2023-2024, on va être sur des aides sur la base de, 6 000 €. Donc ça reste des choses qui sont quand même très intéressantes, versées sur 12 mois. Attention, on commence à toucher cet argent et faites attention à votre trésor. On commence à se toucher cet argent seulement quand, nos amis les OPCO ont traité les dossiers et validé l'ensemble, donc ça peut prendre un certain temps. Donc attention de ne pas imaginer que vous allez toucher, les 500 € si c'est 6 000 € sur 12 mois, 500 €, à partir de septembre généralement, vous les touchez plutôt aux alentours de novembre-décembre et donc ça vous fait un petit trou de trésorerie qu'il faut savoir anticiper en tant que chef d'entreprise. Sébastien qui nous demande: «Quel est le taux de charge à considérer sur la rémunération du président?» Bah, généralement sur la rémunération du président, on est quand même sur quelque chose qui est très, très ressemblant
à ce qu'on cotisera pour un salarié. Il y a deux, trois petites différences, qui est notamment celle dont ce que j'ai cité tout à l'heure avec l'assurance chômage. Comme je ne cotise pas au chômage en tant que dirigeant de société, bah, je j'ai cette cotisation en moins. Et sur le reste, c'est quand même très ressemblant à la cotisation d'un salarié. Donc moi, généralement, ce que je dis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le taux de charge sociale que je propose de considérer à nos clients, c'est par rapport au salaire net que je parle, c'est 80. Donc si je me verse net, je dis bien net, 1 000 €, je vais avoir un coût pour la société à 1 800 €. Attention de ne pas confondre avec les salaires bruts que généralement, vous avez négociés en tant que salarié précédemment. Et là, je parle en net parce que généralement, c'est comme ça que vous allez réfléchir aussi personnellement par rapport à vos besoins, heu, pour, pour votre situation personnelle. Considérez quasiment le même taux, pour les salariés, hein. Généralement, je ne fais pas une grande différence parce que les taux ne sont pas suffisamment différents pour considérer autre chose. On peut arriver à des taux qui sont plus élevés si vous choisissez des mutuelles, des prévoyances ou des complémentaires, autres, par exemple retraite, des retraites supplémentaires et cetera, heu, avec des montants élevés. On peut arriver même à des taux de cotisation qui vont jusqu'à, 100, voire plus, hein, 100-120. Ça peut arriver, mais ça veut dire qu'à côté, il y a des complémentaires qui ont été prises et qui, finalement, sont importantes au niveau des montants. L'autre jour, je discutais avec un client qui me disait qu'il avait, racheté une structure où il y avait une mutuelle qui avait été mise en place à 300 € par mois. Bon, très rarement vu des montants aussi élevés que ça, mais effectivement, ça peut aller jusqu'à des montants de ce type-là. S'il y a une dernière là. Est-ce que la mutuelle est obligatoire dès la création d'entreprise? La question est vaste. D'un premier salarié, très bien. Ah ouais, j'allais dire parce que sinon si c'était pour le patron, la réponse aurait pas été la même. Oui, je confirme qu'à partir du moment où nous avons un salarié, il va falloir mettre en place une mutuelle, obligatoirement, lui proposer. Après le salarié peut choisir de la décliner, c'est son choix, mais la société est censée la proposer. Je crois même qu'il est même possible pour le salarié de la refuser. Je crois que c'est récemment, une loi de finances récente nous a mis ça en place, il faudrait le vérifier ce point. Mais effectivement, il faut absolument, obligatoirement proposer une mutuelle, au 1er salarié que vous embauchez et dans certains cas, suivant votre convention collective, je prends l'exemple simple de Syntec, hein, qui est une convention collective qui est très connue pour, tous ceux qui font de la prestation de services, en règle générale. Eh bien, vous avez également une prévoyance qui est obligatoire. Donc il faut vérifier sur votre, convention collective si une prévoyance est obligatoire et si elle est obligatoire, il faut également, obligatoirement proposer cette prévoyance. Il faut savoir qu'avant d'embaucher votre premier salarié, il faut d'abord avoir mis en place votre contrat de mutuelle et votre contrat de prévoyance pour pouvoir, dès la signature du contrat, leur proposer l'un et l'autre et ensuite, c'est à eux de choisir les options et cetera sur ces différents contrats. J'espère que les réponses ont été suffisamment claires à vos questions. Je vous remercie à tous, pour votre attention aujourd'hui. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions à nous les envoyer par email. On se fera un plaisir de vous répondre, de prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous et s'il y a besoin, on pourra même éventuellement vous rappeler s'il y a des questions, plus précises et si c'est nécessaire pour échanger directement. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt.